Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Docteur Justin Moudekereza, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Je suis avec mon collègue Guy Maté. Bonjour Guy. Bonjour Jocelyne. Alors docteur Justin Moudekereza, bienvenue dans ces 30 minutes d'entretien sur les grandes questions de la population congolaise. Nous allons aborder avec vous plusieurs questions, notamment celles liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et aussi au social. Guy Maté. Oui, et d'abord on voudrait savoir qu'est-ce qui a motivé votre décision de présenter votre candidature pour les élections de décembre 2023. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous l'avez dit, je suis le docteur Justin Moudekereza, candidat numéro 14. Et je suis en même temps le président national du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle. Le MDVC, c'est un parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Je dis de l'opposition extra-parlementaire parce que nous l'avons conçu et enregistré au ministère des Affaires de l'Intérieur et Sécurité quand il y avait déjà, c'était juste après les élections de 2018. Et nous avons compris que depuis plusieurs années, le peuple congolais avait besoin d'un vrai changement, d'un changement vraiment qui lui permet de quitter le cycle infernal dans lequel il se trouve depuis des décennies. Malheureusement, au terme des élections, nous avons vu un président de la République sortir et laisser les fauteuils à un autre, mais nous sommes dit, est-ce que nous avons eu le vrai changement dont nous cherchions? Et c'est comme ça que nous avons dit à l'unanimité que non, nous devrions penser comment continuer la lutte jusqu'à avoir le vrai changement. C'est ainsi que nous avons créé ces partis politiques. Alors en 2022, notre parti avait été en justice contre ce que vous savez très bien, la fameuse taxe RAM. Donc nous sommes le seul parti politique. Bien sûr, nombreux Congolais ne l'ont pas su, mais nous sommes allés en justice. Des États-Unis où j'étais, j'ai demandé à mon secrétaire général de convoquer une réunion avec les juristes du parti et j'ai décidé que mon parti aille en justice contre le gouvernement et 4 sociétés de télécommunications. Et pendant 6 mois, nous avons gagné les procès. La taxe a été retirée le 1er mars 2022. Et c'est comme ça que, vers le mois d'août, notre parti a tenu son premier congrès ordinaire et nous étions au nombre de 3 candidats. Le camarade ont voté pour moi pour que je puisse être leur candidat président de la République. Et donc, je suis bien entendu aujourd'hui candidat, mais indépendant. C'est pour dire que je suis le candidat de tous les Congolais, pas seulement de membres de mon parti politique, mais aussi d'autres personnes, d'autres Congolais. Voilà. Oui, juste pour rappeler, par rapport à la taxe RAM, pour ceux qui pourraient oublier, c'est la taxe qui était prélevée sur les appels téléphoniques à un certain moment. Oui, en fait, nous étions allés en justice pour 3 choses. Une, c'était que l'on puisse retirer la taxe. 2, c'était pour que le gouvernement puisse rembourser l'argent perçu indûment auprès du peuple, qu'il était bien entendu censé protéger, censé aider à sortir de la pauvreté, mais le même gouvernement a commencé à escroquer son propre peuple. Et 3, nous voulions que le gouvernement puisse réparer ce qu'on appelle dommages et intérêts. Mais bon, comme nous avons eu seulement ces retraits de la taxe, pour nous c'était une grande joie. D'ailleurs, je peux vous informer que le forum de pasteurs patriotes congolais ici à Kinshasa m'avait décerné le prix du patriote proche du peuple à cause de ces combats-là. Et vers le mois d'août l'année passée, j'ai eu le prix leadership Nelson Mandela à l'université Oxford en Grande-Bretagne, juste à cause de ces combats et d'autres combats que je mène pour d'autres pays, d'autres citoyens du monde, y compris aux États-Unis où je travaille. Merci. Un autre combat sera certainement celui de soigner l'image de la RDC qui est très mal cotée sur le plan de la gouvernance. La RDC n'est pas une bonne élève. Plusieurs rapports l'attestent d'ailleurs. Que comptez-vous faire pour changer cette situation ?
Bon, vous savez, madame, merci pour la question. Comme je suis devant le peuple congolais, je vais lui dire une chose. Notre pays est victime d'un complot international. Je l'ai dit comme une personne bien informée parce que je vis et travaille aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années et je me suis décidé depuis beaucoup de temps de me mettre à la recherche pour savoir comment nous pouvons soigner l'image de notre pays. Je me suis dit, qu'est-ce qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays? Et pendant toutes ces années, je fais des recherches. Vous pouvez voir même ici, j'ai publié des livres, j'ai ici avec moi. Vous pourrez voir même après cette émission. J'ai ici les livres intitulés « Pays de merde ». À un moment donné, le président Trump avait dit ça comme journaliste, je pense que vous comprenez. Il dit pourquoi ces gens de pays de merde viennent ici aux États-Unis. La nuit même, j'ai commencé à concevoir ces livres ici et j'ai dit la vérité choquante qui aurait dû servir de leçon. Donc dans ces livres, j'ai confirmé évidemment que notre pays, la République démocratique du Congo, est exactement un pays de merde, l'un de ces pays de merde. Mais par contre... Est-ce que ce n'est pas trop fort? Bon, c'est trop fort, mais par contre, comme j'ai dit dans les sous-titres, c'est la vérité choquante qui aurait dû servir de leçon. Et là, j'ai expliqué comment notre pays en est arrivé là et quelles sont les institutions internationales qui sont aussi impliquées dans cette situation qui a rendu notre pays à un pays de merde. Alors là, j'ai cité même le multinational qui ont pillé notre pays. Depuis les rébellions que nous connaissons, jusqu'ici, il y a tout un chapitre sur ces multinationales-là. Donc, parce que moi, je n'ai pas peur, je suis un nationaliste, je suis pour l'indépendance totale de notre pays. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu l'indépendance en 1960 et nous avons donné, le père de l'indépendance avait donné seulement 48 heures aux Belges pour quitter notre pays. C'était vraiment un autre débat parce que j'ai beaucoup d'éléments là-dessus, ça peut prendre même toute une journée. Mais le 48 heures qu'on leur avait donné, c'était vraiment trop peu pour qu'ils puissent partir avec des biens matériels, toute la richesse qu'ils avaient déjà amassée dans notre pays. Et là, ils ont dit, nous allons voir comment ils vont se développer, comment ils vont être indépendants. Ils ont décidé dès lors que nous n'aurons jamais cette indépendance totale. Et je crois qu'il faut au sommet de l'État une personne, un leader qui comprend bien la situation de notre pays et qui a vraiment la possibilité, la capacité nécessaire pour pouvoir juguler ces problèmes. Parce que comme j'ai dit, c'est un complot international, nous le comprenons très bien et nous sommes là, nous nous sommes jetés à l'eau. Vous savez, ça s'est dit en français, que pour sauver naufragés, il faut se retrouver dans l'eau. Et je suis la personne de la situation, j'ai été victime. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cicatrices sur moi. Je suis né à l'est du pays et bon, peut-être on va arriver à la question sécuritaire. Mais pour soigner l'image du pays, il faut sincèrement une personne bien outillée, qui a un bagage intellectuel et qui a une expérience avérée. Et vous avez devant vous un docteur en gestion de projets de développement. Et je crois que j'ai démontré à travers le monde de quoi je suis capable et on me fait confiance partout. Pourquoi on ne me ferait pas confiance quand je serai président de la République? Et puis moi, je suis là et j'invite tout le peuple congolais cette fois-ci parce que les élections sont une chance exceptionnelle qui est donnée au peuple, comme l'a dit Monseigneur Cholet, de choisir ou bien de remercier ceux-là qui ont bien dirigé, qui ont bien travaillé pour le peuple et de sanctionner ceux-là qui ont géré avec légèreté la chose publique. Voilà, parce que vous avez évoqué les complots internationaux, on ne peut pas parler de la situation de l'Est et l'insécurité dans l'Est sans évoquer ces complots internationaux. Hein. On sait que les pays connaissent une panoplie des milices et des groupes armés toujours actifs dans beaucoup des provinces. Et ajouter à cela tous ces conflits interethniques dans la partie ouest du pays, dans la province de la Chopo. Et on sait que toutes les tentatives qui ont été faites jusque-là n'ont pas abouti, n'est-ce pas, à ramener la paix dans ces pays. On peut citer le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Et une fois Dr Mudekereza à la tête de ces pays, qu'est-ce qu'il ferait pour ramener
la paix, la véritable paix? Parce que vous dites que le peuple congolais a besoin d'un véritable changement. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez pour apporter ces véritables changements par rapport à cette question précise de la sécurité de l'Est du pays? Oui, mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je précise que j'ai une vision salvatrice pour notre pays. Ma vision est de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. C'est une vision spéciale que moi j'appelle une vision magique pour le problème de notre pays. Vous ne trouverez pas parmi les 25 ou 26, qu'est-ce que je dis, parmi les 26 candidats, nous sommes au nombre de 26, c'est ça? 26, oui. 26 Donc candidats. Vous ne trouverez aucun autre candidat avec une vision claire pour le pays comme le candidat numéro 14, le docteur Justin Moudekereza. Ma vision de refonder un État, l'État et bâtir un Congo pour tous, a 5 piliers principaux. Je cite les réformes des politiques publiques de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique, la restauration intelligente de l'autorité de l'État et enfin la coopération bilatérale et multilatérale. Et donc dans le pilier numéro 4, qui traite de la restauration intelligente de l'autorité de l'État, nous avons fait beaucoup de travail là-dedans pour savoir comment nous pouvons juguler ces problèmes de la sécurité dans notre pays. Et comme vous l'entendez bien, ce n'est pas seulement la restauration de l'autorité de l'État, non, c'est la restauration intelligente de l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec beaucoup d'intelligence parce que les dirigeants que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui ont toujours traité cette question de sécurité avec beaucoup de légèreté et ça fait qu'on n'en a jamais fini jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je vous ai dit que, comme on dit en français, pour sauver un naufragé, il faut se retrouver dans l'eau. Moi, je suis dans l'eau, je suis né à l'est du pays, j'ai été victime de ces affres. 2 de mes grands frères ont été décapités. Mon père a été, bien sûr, en 1996. Il est décédé. Oui, cette guerre qui était conduite par le Rwandais, les Tutsis. Mon père a été victime parce qu'il était hypertendu. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas trouver où acheter des médicaments comme le pharmacie était fermé. Nous sommes allés en refuge, tout, de retour. Mon papa est passé, il est décédé. Et en plus de ça, mes sœurs, d'autres personnes dans mon quartier ont été violentées. Et donc, je vous dis que la personne la mieux indiquée pour cette situation, c'est la personne qui est devant vous, le candidat numéro 14. Mais pour ne pas en rester là comme juste une théorie, nous avons beaucoup de travail à faire avec le peuple congolais. Et bien sûr, bien entendu, avec la population de l'Est qui me fait beaucoup de confiance et qui sait que je peux bien juguler ces problèmes. Et donc, j'ai toujours dit, les agressions de notre pays est victime. Nous voyons des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et d'autres que nous pouvons citer. Et d'autres gens disent, voilà, nous, on va s'attaquer au Rwanda. Nous, on va s'attaquer à l'Ouganda. C'est bien bon. Mais je dis aux gens, les chiens ne connaissent pas grimper sur un arbre. Mais si vous trouvez un chien sur un arbre, c'est qu'il y a un maître qui l'a mis dessus. Et il faut chercher ce maître-là. C'est ce que je dis toujours aux camarades de D'où le complot international que vous avez évoqué. D'où le complot international. Il faut chercher à parler avec le maître qui a mis les chiens là-bas pour qu'il puisse descendre son chien lui-même. Et je fais ce travail. Pendant beaucoup de temps, mes camarades me disaient, Président, il faut venir au pays, tout ça. J'ai dit, non, vous savez, notre pays est victime d'un complot international. Je suis en train de mener des contacts extraordinaires pour que nous ne puissions pas hériter d'un pays en difficulté que nous ne saurons pas gérer. Et moi, je vous rassure que j'ai tenu langue avec ce maître de ces chiens là-bas et on s'est bien compris. Et bon, enfin, c'est pas bien comme j'ai démontré comment ils sont impliqués. J'ai démontré ce que je vais faire pour mon pays, pour le pays de mes ancêtres qui a beaucoup souffert. Le peuple a beaucoup souffert et je crois que chaque chose ayant un début doit avoir aussi une fin. Et je dis au peuple congolais que cette année 2023, si nous allons aux élections le 20 décembre, qu'elles sont vraiment transparentes, ça sera la dernière année de la souffrance du peuple.
Et donc, si le candidat numéro 14 est élu à la tête du pays. Bien entendu. Il n'y a personne d'autre qui peut résoudre ces problèmes et tous les autres que nous avons dans notre pays. Vous avez devant vous une personne bien expérimentée qui ne va pas apprendre à travailler au sommet de l'État. Moi, je suis un cadre humanitaire, je suis dans le projet de développement, j'ai enseigné cela, je fais ça chaque jour, et donc je veux que le peuple congolais me fasse confiance et lui montrer de quoi je suis capable pour lui sortir de cette merde dans laquelle il est depuis beaucoup de décennies. Et parmi les piliers de votre programme ou de votre politique, vous avez cité la redistribution des richesses du pays. Tout le monde le sait, le développement économique de la RDC ne reflète pas la diversité de richesses du pays, notamment sur le plan minier, forestier, hydrographique, même démographique. Avez-vous un plan pour opérer ce qu'on peut appeler le miracle congolais ? Oui, bien entendu, madame, merci pour cette question. Avec ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, j'ai conçu mon programme. Le programme qui est intitulé « La revanche de la politique du développement pour tous sur la politique de l'enrichissement de la classe politique dirigeante au détriment de tous ». C'est vraiment long, mais pour moi, ça a un sens exceptionnel. Parce que je suis une personne qui travaille toujours pour la justice sociale. Vous voyez ici les livres que j'ai publiés aux États-Unis. Vous avez des copies, ce n'est pas juste parler. Et dans ces livres, j'écris toujours sur la justice sociale. Donc je suis contre l'injustice sociale et il y en a beaucoup d'injustices sociales ici dans notre pays. Le peuple en est victime chaque jour. Je conçois très mal, madame, et les auditeurs de Radio Okapi, partout où vous êtes, prenez vos calculatrices et calculez avec moi. Nous avons aujourd'hui 500 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons 108 sénateurs. Chaque député a un salaire de 21 000 $, comme on l'a déjà confirmé. Alors calculez avec moi 21 000 $ fois 608, quand vous prenez 500 et 108, vous calculez cela fois 12 mois, fois 5 ans de mandat, vous trouverez combien ça va vous donner. Quand vous calculez, madame, le nombre d'assistants parlementaires, parce que chaque député et chaque sénateur a droit à un assistant parlementaire. Alors chaque assistant parlementaire vous touche 500 $. Vous calculez cela fois 608, fois 18 mois, fois 12 mois de l'année, fois 5 ans du mandat. Là, je n'ai pas parlé de frais de fonctionnement de ces institutions. Et vous voyez aussi, je lisais quelque part, nous avons 58 ministères dans notre pays. Chaque ministre touche, il paraît, 40 000 $ américains. Si vous prenez 40 000 $ fois 58, fois 12 mois, fois 5 ans le mandat, vous trouvez ce que ça vous donne. Il paraît, selon les rapports de l'ODEP que j'ai eu à lire, le président de la République a 1080 conseillers. La loi nous dit que les conseillers à la présidence ont les statuts de ministre ou de vice-ministre. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Alors, calculez tous ces gens, l'argent que ces gens reçoivent chaque mois, pendant que le peuple n'a rien du tout. Les militaires est chosifié. Les policiers n'ont rien du tout. Donc, la vie devient de plus en plus insupportable pendant que les dirigeants s'étaillent de millions et détournent chaque mois ou chaque jour des millions de dollars et puis ne détournent pas en millions mais en centaines de millions de dollars. Vous avez de l'information. Et donc ça, c'est terrible. Ce sont des faits extraordinaires qu'on ne peut pas continuer à accepter dans notre pays. Et dans mon programme, je prévu la suppression de toutes ces institutions budgétivores qui consomment plus qu'elles ne ramènent à la République. Donc, je prévis la suppression de l'Assemblée nationale du Sénat, c'est du Parlement. Vous voyez aussi les assemblées provinciales. Pour les remplacer par quelle autre institution? Oui, j'en arrive, monsieur le journaliste. Donc, le député provinciaux, les ministres provinciaux en raison de 10 ministres par province. Et donc, si vous calculez 7 000 $ que reçoit chaque ministre provincial, fois 10 ministres, fois 26 provinces, fois 12 mois, fois 5 ans du mandat, donc vous comprenez que donc, tous les salaires, tout l'argent de l'État, donc tous les budgets de l'État se terminent dans les poches des politiciens.
Vous pensez que le problème, c'est l'existence de ces institutions ou la répartition, l'affectation des fonds? Le problème est à ces deux niveaux. Donc, la présence de ces institutions, pendant que nous n'avons rien, je parlais d'un complot mondial, international, et on nous a aussi imposé certaines politiques publiques qui ne peuvent pas bien travailler, bien fonctionner pour notre pays. Pourquoi nous allons copier d'autres qui sont déjà plus loin alors que nous ne sommes nulle part? J'ai parlé de ça à Washington. Vous savez quel est le budget des États-Unis? S'ils peuvent supporter le Sénat, l'Assemblée nationale, ils ont beaucoup d'argent. C'est en termes de billions de dollars. Mais on a bien besoin de ces institutions, comme disait Kimaté. Non, vous pensez qu'on en a besoin, madame? Par quoi allez-vous les remplacer? Vous pensez qu'on en a besoin, mais on n'en a pas besoin. On a besoin des lois. Voilà, mais on n'a pas besoin de ces institutions. Je vais vous démontrer la solution magique que le candidat numéro 14 apporte. Donc, dans la situation qui est la nôtre en RDC, nous ne sommes pas encore, même pas les 10 prochaines années, capables à supporter les coûts et charges des institutions comme les assemblées et ainsi de suite. Nous allons remplacer l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement, par ce que nous appelons la conférence de loi. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Je vais dire les corporations. Prenons un exemple, le journaliste. Ma province du Sud Kivu. Préparez-moi 3 journalistes, préparez-moi 3 médecins, préparez-moi 3 juristes, 3 avocats, 3 juges, 3 médecins, 3 enseignants, ainsi de suite, dans chaque province. Venez à Kinshasa, le gouvernement a besoin d'une loi sur la protection de la femme, par exemple, juste un exemple typique. Vous avez 7 jours pour donner cette loi au gouvernement. Le gouvernement prend en charge votre billet aller-retour, votre séjour à Kinshasa et votre per diem, bien sûr, et après vous rentrez chez vous. Mais les institutions ne légifèrent pas seulement, elles contrôlent aussi. Oui, les contrôles. Le contrôle reviendra à l'UGF. On va lui donner tout le pouvoir dont il a besoin pour bien faire ces contrôles-là. Donc l'inspection générale de finances a déjà démontré qu'elle est capable de faire ce travail parce que les députés n'en font plus. Messieurs les journalistes, vous savez très bien dans notre pays, les assemblées sont devenues de caisses de résonance du pouvoir. Donc la mission régalienne, le député ne joue plus sa mission régalienne. Donc par exemple, moi je suis président du M2VC, je deviens ministre, vous êtes mon député national, comment vous allez me contrôler? Ça sera difficile. C'est comme ça qu'il n'y a plus de contrôle. Vous êtes d'accord au moins avec moi? Comment voulez-vous qu'une institution comme l'IGF puisse contrôler les membres du gouvernement dont elle dépend? Voilà, donc nous allons Est-ce qu'elle ne sera pas à la fois juge et partie? Nous allons lui donner plus de pouvoir par une loi que nous allons mettre en place. Et en plus de cela, parce que vous pouvez penser que même le gouvernement, les membres du gouvernement vont se permettre de n'importe quoi, je prévis aussi la création d'un tribunal anticorruption. Ça sera une première en Afrique et en RDC. On n'a jamais eu, nous avons des lois contre la corruption, mais nous n'avons jamais eu un tribunal anticorruption. Donc ce tribunal-là se chargera de juger le fonctionnaire de l'État, le ministre et autres qui s'évertiront dans ces mauvaises pratiques de corruption, de détournement des deniers publics. Madame, vous avez ici la question où aujourd'hui on arrête quelqu'un pour avoir détourné, volé l'argent de l'État. Après demain on les libère, mais entre-temps l'État n'est pas remis dans ce droit, donc l'argent disparaît. Et peut-être plus tard, la même personne qui a détourné va être nommée ministre à un certain niveau ou mandataire d'une institution publique. Et ça fait la honte au niveau international. Donc nous causons nous-mêmes de la honte à notre pays. Et c'est pourquoi personne ne nous respecte plus. On nous trouve comme si nous étions vraiment des sous-hommes. Parce que nous-mêmes, nous voulons rester dans cet état où personne ne va nous respecter. Et nous sommes d'accord que le temps est venu pour que cela puisse changer. J'ai vu à un moment donné, j'ai posté sur Facebook, WhatsApp, j'ai dit, le dernier prisonnier du procès 100 jours a été libéré. Donc finalement, tout s'est bien passé, personne n'a détourné. L'argent s'est auto-détourné, l'argent de l'État. Donc il s'est auto-détourné lui-même, mais entre-temps, il n'est pas trouvable. Donc les gens, tout le monde est déjà libre, libéré et en train de travailler
circuler très bien. Justement, c'était l'une des questions qui était prévue par rapport au fonctionnement de la justice. Voilà. On se rappelle c'était au mois de juillet dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dénoncé les dysfonctionnements de la justice. Et on constate qu'il y a des gens qui sont arrêtés quelque temps après, libérés, comme vous l'avez dit. Et les fonds ne sont pas, n'est-ce pas, détournés dans les trésors publics. Vous serez président demain si vous êtes élu. Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de réorganiser cet appareil judiciaire? Messieurs les journalistes, excusez, je vous ai parlé de la sérieuxité. Si nous ne sommes pas sérieux, personne ne nous respectera jamais. Et moi, je crois que pour essayer de résoudre ce problème, nous avons ce qu'on appelle en anglais « the rule of law », c'est-à-dire l'implémentation, l'exécution de lois. Nous avons des lois dans notre pays qui ne sont jamais exécutées. Alors, nous devons tout faire pour nous rassurer que les lois sont exécutées pour la première fois dans notre pays. Et pour y arriver, pour y parvenir, nous devons bien prendre soin de notre armée et notre police. Parce que ce sont eux qui sont chargés, ces agents-là de sécurité, sont eux qui sont chargés d'exécuter les lois de la République. Donc, de renforcer l'exécution de lois du pays. Parce que vous savez, je vois comment c'est trop sale partout ici à Kinshasa. Je vois comment c'est terrible, beaucoup d'embouteillages. Vous avez un rendez-vous quelque part dans une heure, vous devez essayer de partir 3 heures ou 2 heures avant. Donc les gens pensent que c'est normal, mais ailleurs c'est pas normal. C'est quelque chose de très catastrophique. Et donc, messieurs les journalistes, nous sommes bien placés pour gérer cette question, toutes les autres questions qui gangrènent notre pays. Mais la justice élève une nation, comme le président de la République et d'autres l'ont déjà dit. Mais qu'est-ce que nous voyons dans notre pays? Nous allons faire de sorte que notre justice soit vraiment renouvelée. Nous allons faire une justice moderne. Et comment le faire? Il y aura la formation des juges, la formation de juristes, de nouveaux recrues, comme je peux le dire. Et puis, nous allons bien payer les juges, les avocats, les juges, les autres fonctionnaires de l'appareil judiciaire de notre pays. Ils seront très bien payés, seront dans de bonnes mains, de sorte qu'ils pourront quand même rendre la justice. Nous ferons que la justice soit accessible à tout le monde, tout Congolais. Qu'il soit pauvre ou riche, tout le monde a le droit d'accéder à la justice de son pays. Nous ferons aussi qu'il y ait de l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la technologie de l'information. Il sera possible à travers notre leadership que vous puissiez remplir et faire une plainte à travers votre téléphone. Donc, nous allons mettre de la technologie à la justice de à la portée de notre justice pour qu'elle soit aussi moderne. Donc ça, nous avons vraiment des atouts nécessaires et je peux vous dire que ça sera magnifique. Vous serez très surpris de ce que nous allons faire. Monsieur Moudekereza, nous allons aborder des questions sur l'éducation des bases, sur l'éducation des jeunes et l'enseignement de base universitaire. Comment se présente votre projet des sociétés en ce qui concerne ces secteurs? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit encore, ça va se répéter plusieurs fois. Pour sauver nos naufragés, il faut se retrouver dans l'eau. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation depuis beaucoup d'années. Et j'ai dit à mes collègues enseignants de se tenir vraiment prêts le 20 décembre. Ce sera la première fois dans l'histoire de notre pays qu'ils auront des candidats qui ont déjà goûté à l'enseignement. Des candidats qui comprennent bien les problèmes des enseignants. Parce qu'on ne peut pas parler de réforme de l'éducation. Nous avons beaucoup de réformes que nous avons prévues. On ne peut pas parler de réformes si on ne peut pas être capable de bien prendre en charge les enseignants qui sont le principaux animateurs de ce secteur-là qui est l'enseignement. Et nous ferons de sorte que les enseignants soient bien pris en charge, que nous puissions mettre en place des infrastructures nécessaires pour notre éducation, pour la formation de nos enfants. Nous ferons qu'il y ait au moins du sérieux parce qu'il n'y en a plus. Et puis nous ferons de sorte qu'il y ait un seul ministère que nous appelons le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'ailleurs, c'est ça la question.
ici chez nous, on a scindé le ministère en plusieurs ministères pour qu'ils puissent quand même avoir l'argent pour, disons, favoriser ou remercier le membre d'une coalition. Vous voyez, les ministères de l'Éducation nationale devraient être un seul ministère. Mais aujourd'hui, nous avons le ministère de l'EPST, de l'ESU, de la recherche scientifique, c'est pas moi, de la formation professionnelle. Et tout ça, c'est pour qu'ils puissent se retrouver, que chacun ait le 40 000 $, ainsi de suite, dans leur coalition. Et je vous ai dit que c'est très dangereux. Il y a aujourd'hui 58 ministères, alors qu'on devait en avoir 2 sous mon gouvernement. Moi, qu'est-ce que je dis? Vous avez fusionné des ministères. Oui. Donc, il y a 2 ministères où c'est 2, mais ça devait être un ministère. Il y a un ministère où c'est 5, 6, mais ça devait être un ministère. J'ai donné l'exemple du ministère de l'Éducation. Il y a aussi les ministères. Pourquoi avoir un ministère, messieurs les journalistes, qu'on appelle le ministère des Affaires sociales et le ministère des Affaires humanitaires? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça a un sens? Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la structure gouvernementale aujourd'hui, et je crains, parce qu'ils ont beaucoup de partis politiques dans leur coalition aujourd'hui, si par malheur ils ont le pouvoir après le 20 décembre, ils auront plus de 100 ministères où vous allez entendre, disons, créer service national de ceci, service national de cela, pour qu'ils puissent aussi remercier le membre de leur coalition. C'est comme ça qu'il y a un problème dans ce pays. Oui, toujours par rapport à cette question sur l'éducation. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de cette réforme sur la gratuité de l'enseignement? Est-ce que si vous accédez au pouvoir aujourd'hui, vous continuez avec la même approche, ou vous l'améliorez, ou vous vous amenez avec une autre approche? En tout cas, comme Congolais, bien sûr 100%, comme vous dites, 100% Congolais, moi je crois que la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose, tout d'abord. Mais je suis contre la procédure, la manière dont cela a été fait. Comme un éducateur, un enseignant, je pense que l'éducation, sa gratuité ne peut pas se décréter. On ne décrète pas la gratuité de l'enseignement. On pouvait bien entendu commencer par sa planification. Et sa planification pourrait impliquer la vérification des infrastructures qui vont recevoir les enfants. Ça pourrait impliquer ce que nous appelons en éducation le matériel didactique. Ça pourrait impliquer aussi la prise en charge des enseignants, parce que par exemple, je vois aux États-Unis, là où il y a des enfants réfugiés que j'amène là-bas pour leur éducation, une salle de classe compte 14 élèves. 14 élèves. Pas plus, maximum 14. Et 2 enseignants. Tenez-vous bien, 2 enseignants par classe. Donc l'enseignant titulaire et l'adjoint. Ça, c'est pour que les enseignants soient capables de bien vérifier, de prendre en charge l'éducation de tous les enfants, de contrôler ce que les enfants font et puis les accompagner, tout ça. Ce serait l'idéal, mais est-ce que nous avons les moyens, comme les Américains, pour arriver à ce niveau-là? Non, cher ami, nous avons le moyen. Et je sais que, nombreux disent, voilà, le Congo, c'est cela, mais nous avons d'abord un problème de volonté politique dans notre pays. Je vous ai donné l'exemple où des institutions bouffent au-delà de la moitié du budget national. Ce sont des personnes, parce que moi, au niveau du MDVC, nous avons dit que le pays a 2 problèmes majeurs. D'autres personnes disent, beaucoup de problèmes. Non, ce sont des conséquences de ces 2 problèmes. Le premier, c'est le problème de l'indépendance forcée et obtenue. Le second, c'est le problème d'homme. C'est lui-même, l'homme congolais, qui est à la base de toutes ces bêtises de détournement, de corruption et tout ça. C'est l'homme. Ce n'est pas le blanc qui vient nous dire, voilà, vous pouvez détourner 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, au lieu de le mettre à la place, disons, à la disposition de vos proches, de votre peuple. Et donc, tout ça, vous comprenez, comme je dis ça, tous mis ensemble, ça montre que les problèmes de leadership, le président l'avait déjà dit, que nous avons un problème de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Un problème de quoi? De coordination? Ou comment vous avez suivi ça, monsieur le journaliste? Donc, lorsqu'un président de la République qui dit lui-même qu'il y a un problème de coordination, ça s'appelle aussi le problème de pilotage, alors qu'il est le pilote lui-même principal, vous sentez qu'il a déjà exprimé son incapacité. Donc il dit que je suis incapable, nous avons un problème de pilotage.
Voilà. Alors, une autre question qui constitue une des préoccupations majeures dans ces pays, c'est la santé. Des épidémies sont régulièrement, n'est-ce pas, déclarées dans ces pays. On parle des choléra, variole des singes. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies. Il y en a même qui quand ils parlent de la RDC, c'est en termes d'un pays qui connaît chaque fois des épidémies. Et si vous êtes élu à la tête du pays, quelle est la place, n'est-ce pas, que toutes ces questions de santé vont occuper dans les priorités de votre gouvernement? Oui, la santé, comme vous le savez, c'est quelque chose de très prioritaire pour nous dans notre programme parce que, en fait, moi, je vais d'abord remettre le pays entre les mains du peuple congolais. Ça s'appelle l'indépendance totale de notre pays. Ensuite, je voudrais remettre le peuple au travail parce que le peuple congolais ne travaille pas. J'ai vécu dans d'autres pays à travers le monde. Dieu m'a aidé. Je suis passé par le feu et par l'eau. Et j'ai vu que Dieu était en train de m'amener par-ci, par-là pour que je puisse beaucoup apprendre et gagner beaucoup disons, que je puisse être prêt, préparé à porter ce poids. Et vous comprenez, les Congolais ne travaillent pas. Nous voulons le remettre au travail. Et ensuite, l'aider à participer au développement intégral de son pays. Alors, on ne peut pas remettre au travail un peuple qui est affamé, un peuple qui est malade. Nous devons tout faire pour que la santé puisse vraiment être parmi nos priorités. Et on ne peut pas parler de la santé lorsque l'environnement est malsain. Je vois ici... Non, mais dites-vous que la situation est catastrophique. Le pays est très sale. Il y a beaucoup de saleté partout. Les maladies, on ne peut pas les éviter dans ce sens-là. Alors, dans notre programme, nous avons prévu l'assainissement de l'environnement, nous rassurer que nous vivons dans un environnement vraiment sain, qui est propre. Et ça va aussi avec ce que je vous ai dit, la restauration intelligente de l'autorité de l'État, qui suppose la prise en charge digne de notre armée, notre police, pour que nous puissions les utiliser dans l'implémentation de lois du pays. On parle aujourd'hui de la couverture santé universelle. Est-ce que vous appréciez ces mécanismes? Bon, qui est encore à son début, donc il n'y a pas encore de résultats parce que c'est encore au début. Oui, tout début est difficile, mais je vous dis que les amis au pouvoir aujourd'hui et hier, ils se sont toujours attaqués aux conséquences et jamais aux causes. Et je comprends, je leur concède parce que on dit en français que même la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc on ne peut pas leur demander plus que ce qu'ils peuvent offrir et ils ne peuvent offrir que ce qu'ils ont déjà donné. Alors comprenez que, en tout cas, ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont seulement en train de s'attaquer aux conséquences et non aux causes. Et nous disons, nous allons nous attaquer aux causes pour déraciner les racines de problèmes que nous connaissons, les causes, et nous allons bien prendre soin de notre pays, de notre mère patrie. Le peuple va se reposer, se sentir vraiment très très bien. Et je peux vous dire, notre programme est un programme très alléchant, avec un budget de plus ou moins 133 milliards de dollars. Et donc, ça, c'est réparti sur combien? 5 ans. Et donc, oui, 133 milliards sur 5 ans. Et nous sommes très certains que cela va aider beaucoup plus notre pays à sortir de ce gouffre. Monsieur Moudekereza, on va chuter par là. Des appels des organisations nationales et internationales font état du besoin de renforcer la cohésion nationale. Êtes-vous de cet avis et que feriez-vous si vous êtes élu président de la République? Merci, madame. Vous savez, les problèmes de ce que nous appelons tribalisme, ces problèmes est en train de causer beaucoup de tort à notre pays. J'ai vu des vidéos où une femme est en train d'être vraiment sérieusement violentée et je me dis, voilà, tout ça sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance de notre pays. Et donc, nous allons nous efforcer parce que la cohésion nationale, vraiment, comme j'ai dit que je vais remettre le pays entre les mains du peuple, je vais remettre le peuple au travail, je vais faire que le peuple, ce même peuple qui est déjà au travail, puisse participer au développement de son pays.
Et cela, c'est à travers les emplois décents pour que le peuple puisse payer ses taxes régulièrement et que le pays puisse se développer. Et donc, vous comprenez que tout ce que nous avons comme problème de routes et autres infrastructures routières, ferroviaires ou tout ça, aéroportuaires, ça va être résolu quand le candidat numéro 14 sera élu. Et donc, la cohésion nationale, nous allons faire que nous revenions au système où je suis du Sud Kivu, mais je peux être gouverneur de la province de Kinshasa. Tu peux être du Kasaï, mais tu peux aller au Nord Kivu comme gouverneur. Vous mettez fin à la territoriale des originaires. Oui, parce que nous pensons écrire une nouvelle constitution. Quand je vous ai parlé de la destruction, pas la destruction, mais la suppression des institutions budgétivores, ça veut dire que nous allons écrire une nouvelle constitution. Et on va remplacer la constitution que j'appelle la constitution problème par une constitution de développement. Parce que comme vous le savez, notre constitution qui a été conçue et écrite à San City, en Afrique du Sud, c'était une constitution de belligérants où ils sont allés s'asseoir avec le gouvernement pour savoir comment ils peuvent mettre fin à la guerre. Et dès lors, c'est la même constitution qu'on continue à utiliser aujourd'hui. Alors qu'on devait déjà avoir une nouvelle constitution qui va aider le pays à se développer. Parce qu'au départ, il y a le problème de cette constitution, il y a aussi le problème d'hommes, de dirigeants, que nous avons un problème de leadership. Mais aujourd'hui, nous avons le numéro 14 qui est le prix leadership Nelson Mandela. Donc les Congolais doivent savoir de quoi est-ce qu'ils ont réellement besoin. Vous avez un prix leadership Nelson Mandela qui a déjà démontré de quoi il est capable à travers le monde et qui est disposé à servir son pays. Alors donc, il faut que nous puissions ensemble nous unir parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Docteur Justin Moudekereza Bissimois, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci de votre disponibilité. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui est composée de Willem Lungamba, Jonathan Fanani et Clément Chimanga. Merci à tout le monde et à tous les auditeurs de Radio Okapi et aux électeurs. Candidat numéro 14 reste votre choix le plus meilleur. Merci beaucoup. Merci. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.